Ça se comprend, on est ensemble jusqu'à 17h sur CNews. Un thème d'actualité et un seul pour vous donner les clés, pour vous aider à comprendre l'actualité. Aujourd'hui, les conséquences du Brexit pour la France. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça dépend des secteurs d'activité. Quels secteurs vont souffrir ou au contraire profiter de ce no deal qui se rapproche peut-être après le rejet massif de l'accord par les députés britanniques hier soir? On en débat avec Olivier Campenon. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-britannique. Alain Christian Moncam, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Londres. Patrick Martin-Grenier, bonjour et bienvenue, spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir chez Studirama, bienvenue. Et Jimmy Zou, bonjour, vous êtes associé correspondant Brexit chez PwC France et Afrique francophone. C'est un cabinet d'avocats, c'est ça? Cabinet d'audit, de conseil d'avocats, c'est le premier cabinet au monde. Ok, très bien. Et vous accompagnez les sociétés qui vont peut-être être amenées à transférer leurs activités Aujourd'hui, exactement. Nous accompagnons les sociétés, nous accompagnons également la mairie de Londres, qui se pose de grandes questions. Donc nous accompagnons le maire Sadiq Khan et nous accompagnons également la Banque Centrale Européenne pour se retrouver dans ce maelstrom. Alors, c'est vrai que, comme vous dites, le maelstrom, c'est vrai qu'on est un peu perdu sur ce Brexit, sur les différentes options. Est-ce qu'on peut dire que là, on se rapproche de ce fameux no deal, c'est-à-dire le 29 mars, il n'y a pas d'accord entre la Grande-Bretagne et l'Europe? Je recommence avec vous. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, les sociétés sont prêtes. Elles se sont préparées à ce no deal au 30 mars, au 29 mars au soir. Et en tout cas, que l'on parle des banques aujourd'hui, moi, aujourd'hui, toutes les banques que nous accompagnons depuis maintenant 2 ans, elles ont très largement anticipé ce Brexit. No deal, parce que quelque part, quand vous prévoyez l'incertain, vous prenez toujours l'option maximale, parce que c'est toujours plus. Ça, c'est le scénario du pire. C'est le scénario du pire. Elles ont prévu le scénario du pire depuis 2 ans. Les régulateurs bancaires ont même forcé ces banques à faire toute une série de stress tests pour se préparer justement à ce no deal. Mais écoutez, ce no deal, il arrive. En fait, les banques aujourd'hui sont relativement prêtes, comme pas mal d'ailleurs de grandes entreprises qui travaillent depuis aujourd'hui près de 2 ans sur ces sujets de Brexit. Donc même les grandes entreprises, je pourrais donner quelques exemples si on a le temps. On le fera au cours de ce débat. La plupart des grandes entreprises sont prêtes. Ouais. Jimmy, si vous me permettez, Jimmy a raison de dire que les grandes entreprises sont prêtes, mais pas toutes les entreprises. Oui. Et je crois que c'est bien l'enjeu d'aujourd'hui, c'est que on a toute une série de petites et moyennes entreprises qui finalement, comme vous le disiez très bien, sont un peu troublées par ce maelstrom. Un jour on dira on va peut-être revenir à un accord, et puis finalement il n'y en a pas, et que vont voter les députés? Ils votent 1 fois, 2 fois, 3 fois, on sait plus. Exactement, et qui évidemment ont d'autres priorités, et donc ont mis le Brexit un petit peu à côté. Donc je crois qu'il y a un travail important aujourd'hui d'information de ces PME, d'information sur l'ensemble de ces secteurs qui vont être touchés par le Brexit. Et c'est ce à quoi se penche la Chambre franco-britannique, c'est d'accompagner l'ensemble de ces sociétés en les informant sectoriellement, parce que c'est sectoriellement que l'on a un impact. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord, s'il y a un no deal le 29 mars au soir, le 30 mars, Patrick Martin-Grenier, qu'est-ce qui se passe? On revient à des règles de base, les règles de l'Organisation mondiale du commerce oui, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Ce qui veut dire que tout devra être renégocié sur la base de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui veut dire des dizaines et des dizaines d'accords. On disait les entreprises se préparent, peut-être que les cabinets d'avocats préparent des grandes entreprises, mais moi je regardais il n'y a pas longtemps une petite et moyenne entreprise qui était dans l'incertitude totale. Et aujourd'hui, même les milieux d'affaires au Royaume-Uni disent nous sommes dans l'incertitude, et donc c'est très mauvais pour les milieux d'affaires. D'ailleurs, hier, la livre sterling a chuté parce qu'il y a une incertitude, et donc on ne sait pas, il y aura fatalement le retour à la taxation. Les entreprises sont taxées. Ils ont fait des essais grandeur nature au Royaume-Uni pour des files d'attente des camions, parce que nécessairement, dès lors que le Royaume-Uni devient la frontière extérieure de l'Union européenne, il faudra des contrôles douaniers. Il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas de contrôle. Et donc cela. Mais ça veut dire quoi les taxations? Ça veut dire que des produits français qui s'exportaient par exemple vers le Royaume-Uni seront plus taxés. Aussi concrètement que ça. Ce sera effectivement le Royaume-Uni qui décidera de taxer. On vient de voir que ce matin, ils ont dit que 87% des produits ne seraient pas taxés. Tout ça parce qu'il y a des problèmes pendant 1 an, parce qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement. D'ailleurs, ça ne plaît pas non plus aux petits commerçants du Royaume-Uni, qui pensent qu'ils vont être envahis également par d'autres produits. Et naturellement, les produits britanniques devront taxer rentrant dans l'Union européenne, la frontière extérieure et bien sûr la frontière irlandaise, puisque la frontière nord-irlandaise, République d'Irlande, devient la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc dès lors, il faudra contrôler le flux de marchandises. Alors c'est assez difficile à évaluer. On a cherché à évaluer quelle perte ça pourrait provoquer pour des entreprises
entreprises françaises. Selon le cabinet Euler Hermès, s'il n'y a pas d'accord entre l'Europe et la Grande-Bretagne, les pertes à l'export pour les entreprises françaises seraient de 3 milliards 200 millions d'euros. Et même en cas d'accord de libre-échange avec l'Union européenne, la France pourrait perdre plus de 2 milliards et demi d'euros en exportation et ferait partie des 6 pays les plus touchés par ce Brexit. Maître Montcalm, quel secteur serait potentiellement les plus affectés par ce no deal? Moi, j'ai cherché la chimie, l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut dire quels seraient les secteurs les plus touchés? En fait, Thomas, on peut évidemment s'amuser à se faire peur en disant qu'il y aura no deal le 29 mars prochain. Mais en fait, il faut rappeler qu'il y a 2 votes qui sont prévus ce soir et demain. Le vote ce soir, c'est justement voter au Parlement britannique, c'est voter sur est-ce qu'il y aura un deal ou pas. Là, c'est-à-dire qu'ils ont, pour être bien clair, rejeté l'accord qui avait été renégocié par Theresa May avec Michel Barnier. Et là, ils votent de nouveau. Ils votent ce soir pour savoir s'ils sont prêts à sortir sans deal de l'Union européenne. Bon, là-dessus, je pense que les jeux sont faits. Grâce aux députés travaillistes, donc la gauche, je pense qu'ils vont voter massivement contre le no deal. Mais alors, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, demain... C'est vraiment ubu. Demain, 3e étape, il y aura un 3e vote. Et ce coup-ci, ce vote sera pour savoir si on autorise le gouvernement britannique à demander une extension à l'Union européenne. Et là-dessus, l'Union européenne... C'est-à-dire que l'extension, un prolongement, aller au-delà du 30 mars, c'est ça? De 3-4 mois, donc en gros jusqu'au mois de juin. Et là-dessus, suivant les déclarations des divers leaders européens, ils avaient déjà déclaré qu'ils seront prêts, sous condition, à donner une extension. Donc ce soir, le scénario catastrophe, on peut en parler. Mais, enfin, là, si je peux me permettre, en gros, tout va se jouer pendant le sommet européen du 21 mars. Donc c'est là que vous allez avoir tous les chefs d'État des 27 qui vont décider si on reporte ou pas. Ils avaient accepté en effet de reporter techniquement, on parlait plus de report technique en cas d'accord, parce qu'il était clair qu'entre on va dire hier, s'ils avaient accepté et la mise en œuvre effective, c'était pas suffisant, 17 jours c'était court pour mettre en place toutes ces mesures. Donc aujourd'hui, il est plutôt clair. Enfin, reporter pourquoi? Je rappelle que les élections européennes, c'est le 26 mai. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura les Anglais ou pas qui présenteront des députés? On le sent plutôt assez mal. Alors, vous nous le disiez, Olivier Campenot, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment dans les petites et moyennes entreprises. On est allé faire un tour à Calais avec certaines entreprises qui ont plus de la moitié de leurs clients anglais. Évidemment, la perspective d'un Brexit sans accord inquiète ces chefs d'entreprise. On regarde ce reportage signé Gauthier Delobette. Dans cette entreprise calaisienne spécialisée dans les solutions de sécurité, 50% des clients sont anglais. Ici, on craint la perspective d'un Brexit dur et d'un retour d'une frontière physique, synonyme de tâches administratives supplémentaires, de délais de livraison rallongés et d'un éventuel impact économique. À chaque colis qui était avant pour l'Angleterre, on avait juste un bon d'envoi à faire. Sauf qu'aujourd'hui, on va devoir remplir des déclarations en douane. C'est-à-dire qu'on va rajouter 1 à 2 journées supplémentaires de livraison. Si aujourd'hui on perd certains revendeurs, oui, économiquement, ça peut nous handicaper. Même inquiétude chez ce transporteur routier dont la plupart des camions livrent en Angleterre, car pour cette entreprise, un renforcement des contrôles frontaliers immobilisera plus longtemps la marchandise, entraînant une baisse de productivité. Si nos coûts d'exploitation augmentent, on va être obligé d'avoir une répercussion sur le tarif qui est applicable aujourd'hui et donc par conséquent peut-être un risque de clients qui s'échappent. Quelques kilomètres plus loin, chez ce vendeur de vin, la clientèle anglaise profite des taxes françaises sur le vin plus avantageuses, mais un Brexit sans accord impacterait lourdement le chiffre d'affaires du magasin. En cas de Brexit no deal, on se retrouverait avec des clients anglais qui peuvent actuellement acheter de l'ordre de 120 bouteilles par personne. Ils se retrouveraient à pouvoir acheter 6 bouteilles par personne. Donc c'est à peu près 25% de chiffre d'affaires en moins. C'est une vraie menace sur l'entreprise. Et à Calais, ce sont des centaines d'emplois liés au commerce avec le Royaume-Uni qui pourraient être menacés si un Brexit sans accord se profile. Olivier Campenot, ça vous fait réagir de voir ce reportage? Oui, ça fait réagir d'abord parce que je pense à toutes ces entreprises qui sont évidemment touchées directement et qui le sont avec une incertitude, parce que finalement, on le rappelle à l'instant, on ne sait pas si ça va être le 29 mars, si ça va être 2 mois plus tard, et sous quelle forme. Je voudrais simplement donner un tout petit peu plus de perspective, parce que si on regarde ça avec un peu plus de recul, oui, il va y avoir un impact évidemment sur les échanges. Il faut rappeler que le Royaume-Uni est le premier client de la France dans son ensemble en termes d'échanges, 95 milliards d'échanges, 12 milliards de balance excédentaire pour la France. Pour autant,
On nous dit simplement que le Royaume-Uni va devenir comme n'importe quel autre pays hors de l'Union européenne. Oui, donc ça veut dire quoi? Qu'il va falloir négocier de nouveaux accords bilatéraux. Nos petites entreprises comme nos grandes savent fonctionner avec les Royaumes-Unis, avec les États-Unis, savent fonctionner avec la Chine. Et c'est pas toujours facile. Mais il faut juste réinventer. C'est la période de transition qui est assez délicate. Et c'est parce que l'on a peu de visibilité sur quelle va être cette période de transition qu'il y a raison de cette incertitude. Mais à terme, on saura évidemment et on continuera à fonctionner, à travailler avec les Royaumes-Unis. Alors, on va faire un focus sur un premier secteur d'activité, celui du transport routier. Et pour ça, on rejoint Charline Vasseur qui est avec nous en direct sur la côte d'Opale. Charline, expliquez-nous quelles sont les craintes, les perspectives pour ce secteur du transport routier dans la région. Eh bien Thomas, la grande crainte des transporteurs routiers, c'est le retour d'une frontière physique qui n'existe pas aujourd'hui puisqu'il y a libre circulation des biens et des individus au sein de l'Union européenne. Cette nouvelle frontière impliquerait des taxes douanières à l'import et à l'export imposées par le Royaume-Uni. Ces coûts, les entreprises pourraient les répercuter à terme sur le prix de leurs marchandises ou de leurs services. Qui dit frontière, voilà, dit frontière, aussi... dit aussi contrôle douanier. Renforcé, allez-y. J'avais oublié ma relance, donc allez-y. Voilà. Tout à fait, voilà, des contrôles douaniers renforcés. En effet, avec un Brexit dur, fini les allers-retours Calais-Londres dans la même journée. Une sortie sèche signifierait le retour des contrôles transfrontaliers obligatoires. Par exemple, au départ du territoire français, un poids lourd britannique transportant des fruits ou des légumes devra passer des contrôles sanitaires et phytosanitaires minutieux. Ces contrôles prendront du temps. Ils pourraient donc créer des files d'attente de camions, comme ce que l'on voit actuellement sur la 16 avec la grève du zèle des douaniers. À noter toutefois que des parkings de stockage sont en chantier, à Calais notamment. Alors aujourd'hui, environ un camion sur 4 est contrôlé avant de traverser la Manche sur la côte d'Opale. Demain, pour ainsi dire, ils le seront tous avec le Brexit. Or, comme nous le disait récemment un transporteur routier de Calais, un camion à l'arrêt, c'est un camion qui ne rapporte pas d'argent. Merci Charline, on vous retrouve dans quelques minutes avec un représentant des pêcheurs français, le vice-président du comité national des pêches maritimes et des élevages marins. On vous laisse vous installer avec lui. Ça signifie quoi, Patrick Martin-Genier, ce contrôle douanier renforcé? Les douaniers français, ils réclament plus de moyens, ils réclament une augmentation. Ils ne seront pas assez nombreux là aujourd'hui pour faire face à ce... non, manifestement non. Il va y avoir effectivement des déclarations en douane, ça va prendre du temps. C'est ce qu'on appelle le coût de la non-Europe. Vous savez, il y a 20 ans, il n'y avait pas de marché unique. Ouais. Ça coûtait extrêmement cher aux entreprises, aux États. Vous savez que maintenant, on passe un État contrôle. L'autre jour, je suis allé à Londres voir justement la communauté française. J'ai redonné mon passeport biométrique. Et donc, il y aura forcément des contrôles pour tout le monde, pour les entreprises. Et c'est ce qu'on appelle pour les entreprises le coût de la non-Europe, c'est-à-dire immobiliser un camion, c'est des papiers, c'est de l'argent, c'est les administrations qui ne sont pas suffisamment dotées en termes de personnel. Il va falloir créer du personnel en urgence. Et naturellement, ce sont des risques sanitaires, par exemple, pour les animaux qui sont transportés. Je rappellerai qu'en Grande-Bretagne, ils ont estimé qu'il fallait éventuellement avoir recours à l'armée parce que tout le bétail qui devra transiter par la frontière, eh bien, il pourrait ne pas transiter dans les temps nécessaires, en 2-3 jours. Il serait peut-être nécessaire d'abattre le cheptel avant même qu'il passe la frontière. Il y a aussi des questions sanitaires. Des questions sanitaires énormes, effectivement. Vétérinaire, j'ai vu absolument. ça. Donc tout ça, on manque d'effectifs. Oui. Et le Royaume-Uni, je suis ça tous les jours, a dit qu'il envisageait d'avoir recours à l'armée pour faire ce genre de tâches. Et du côté français, en effet, eh bien, il faudra d'un seul coup qu'il y ait des effectifs supplémentaires. Oui, ça ne suffira pas. Mais je discutais en fait la semaine dernière avec les douanes françaises. Ils n'ont pas rien fait. Et ça m'a quand même pas mal rassuré quand j'ai entendu leur message. En fait, ils vont recruter 700 douaniers. Donc certains sont déjà en cours. C'est quand même beaucoup. Bon, enfin, on en a 16 000. Hein, oui, d'accord. Mais c'est vrai que 700 douaniers en plus, voilà, ça c'est quelque chose qui est prévu. Ils ont mis en place un système d'information Brexit parce qu'en fait, ils ont décidé de digitaliser le passage à la frontière de manière en fait à fluidifier le trafic. Donc ça c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui avec toute une série de parcours qui sont prévus, ligne verte, ligne orange, ligne rouge, en fonction donc des différents cas. Un point qui est également important, c'est qu'ils étaient rassurants en me disant qu'il y a 3 ports qui seront prêts le 30 mars. Calais sera prêt, Eurotunnel, enfin qui est peu importe, sera prêt, et Dunkerque sera prêt. Donc je rappelle quand même que la France capture 80% des marchandises à destination de l'Europe passent par la France.
France. Voilà. Donc on voit quand même aujourd'hui que les douanes françaises ont fait quand même pas mal de choses. Donc on a beaucoup parlé de cette grève, parce qu'on l'a taquiné nous aussi avec cette grève du zèle qui est en cours. Je rappelle qu'avant-hier, il y a 14 millions d'euros qui ont été débloqués pour les douanes. Oui, mais le mouvement continue. Le mouvement continue. Ils veulent encore plus. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses qui se font. Mais Jimmy, des choses concrètes. Tu me permets de rajouter un port, parce qu'il me tient à cœur, parce que c'est là d'où je viens, c'est Roscoff. Je sais, c'était plus important. C'est plus important, mais c'est un tout petit port. Mais ce qui est important, c'est qu'à Roscoff, il y a les Brittany Ferries. Et qu'il y a quand même un effet parfois d'opportunité. Alors voilà, est-ce qu'il y a aussi des effets positifs? Exactement, parce que les Brittany Ferries ont justement annoncé qu'ils allaient augmenter de 50% leur trafic et rajouter des bateaux pour pouvoir justement gérer cette augmentation de trafic qu'il va y avoir entre les deux pays. Donc c'est assez... comme toujours, dans le passage d'évolution du business, le changement génère toujours et une crainte et un certain nombre d'opportunités. Et pour les plus rapides, il y aura des opportunités. Jimmy Zou, il y a des secteurs qui peuvent en profiter? Des secteurs d'activité de ce Brexit? Non, je crois surtout qu'en fait, il y a des secteurs qui vont en pâtir, hein, surtout en France, puisque si je regarde parmi les clients du cabinet, que ce soit dans le secteur médical, dans le secteur du vin, dans tout ce que la France exporte en Angleterre, il y aura forcément un impact et là-dessus, et des conséquences évidemment en Angleterre, au niveau également de l'emploi et des salariés. Maître Moncam, excusez-moi. Oui. Mais j'essaye de trouver un message un peu optimiste. Écoutez, moi je ne suis pas très inquiet, si vous voulez, pour plusieurs raisons. Moi je dis que les douanes ont quand même réussi à bouger, on a réussi à digitaliser la frontière, le parcours client. L'autre point également, juste pour terminer là-dessus, il y a eu toutes les ordonnances du 6 février qui sont importantes. Hein. Le gouvernement a prévu le pire. Il y a quand même quelqu'un qui a été nommé il y a 2 ans pour justement prévoir la pire des situations. Et dans ces ordonnances du 6 février, on a recréé quelque part des délais qui permettront au 30 mars, de prendre le temps de construire quand même l'avenir de la relation franco-britannique. Pour la partie compensation, on a clairement introduit le fait qu'on pourra attendre un an de plus. Pour tous ceux qui post-deal, on a prévu 2 ans de plus. On a réglé le statut des 400 000 Anglais et des 60 000 retraités anglais qui sont en France. C'est prévu dans les ordonnances du 6 février. Donc entre nous, même sans accord au 30 mars, il y a des choses qui pourront être déclenchées. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. C'est pas suffisant, mais il y a des choses qui sont faites. Oui, non, je suis d'accord, mais vous voyez ça, vous, les entreprises, c'est très important, les entreprises, mais aussi les particuliers. Mais là, c'est particulier. Les usagers. D'accord, mais moi, je suis allé voir la communauté française en Grande-Bretagne, ils sont autrement plus inquiets, parce que autant... Pour quelle raison ? Parce que autant nous avons pris des ordonnances, comme vous le dites, pour protéger les intérêts des Français qui reviendraient donc en France, mais s'agissant des Français qui sont là-bas, on ne sait pas quelle sera la législation. Je rappellerai que, par exemple, les Britanniques ont dit que la notion de libre circulation va disparaître, et donc il n'y aura plus d'absence de discrimination liée à la nationalité, il y aura nécessairement des discriminations, et d'ores et déjà, je sais, pour avoir rencontré des compatriotes là-bas, qu'ils ont déjà reçu des courriers leur demandant d'éclaircir leur situation administrative au regard de la nationalité ou de règles du travail. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, autant effectivement le gouvernement français va prendre toutes les dispositions, autant je ne suis pas certain qu'en l'absence d'accord, eh bien les citoyens français et de l'Union européenne en Grande-Bretagne est une situation tout à fait certaine. Ils reçoivent des courriers pour clarifier. Ça pose la question des visas notamment. Est-ce qu'il faudra un visa, une autorisation de travailler, un statut de résident permanent. Lorsque vous êtes français ou française là-bas, que vous êtes marié à une anglaise, un anglais ou un polonais ou un portugais, ça va poser des problèmes en termes de nationalité et de droit au travail. Et imaginez un Français qui a travaillé successivement en France, au Royaume-Uni, puis dans un autre pays de l'Union européenne, s'il décide de s'installer au Royaume-Uni, quid de sa retraite, de sa pension de retraite? Est-ce que tout ça sera pris en compte? Et donc il y a de vraies inquiétudes parce que nous ne sommes pas maîtres, nous, de la législation qui sera adoptée par le Parlement britannique. Oui, enfin, sachant que la sécurité sociale, c'est plutôt le principe de subsidiarité qui s'applique. Hein. Oui, d'accord, mais... Alors, on va maintenant repartir à Boulogne-sur-Mer pour savoir un peu ce qui se passe du côté des pêcheurs. Aujourd'hui, il y a cette zone de pêche. Regardez cette carte, cette zone de pêche qu'on appelle la zone économique exclusive. Elle est ouverte aux pêcheurs français. C'est 20% de la pêche française qui se fait dans ces eaux britanniques. C'est quand même un chiffre impressionnant. Et avec le Brexit, le Royaume-Uni souhaite reprendre le contrôle de cette zone. On est avec Bruno Margollet, qui est donc vice-président de ce comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous craignez l'absence d'accord, le no deal, ou vous faites partie de ceux qui imaginent quand même que l'Europe va donner un report et vous donner peut-être aussi à vous un peu d'air, un appel d'air?
Vous pouvez imaginer l'inquiétude que l'on peut avoir. Vous savez pertinemment que la flottille des Hauts-de-France, particulièrement, est beaucoup plus atteinte par le Brexit. Il faut savoir que si on coupe la manche d'une médiane, c'est plus de la moitié de nos zones de pêche qui sont interdites, quoi, tout simplement. Est-ce que vous savez à quelle échéance cette interdiction pourrait tomber? C'est-à-dire que si on est dans une configuration de no deal, mes invités m'ont dit qu'il y avait encore de l'espoir qu'il y ait une prolongation, mais si on est dans une configuration no deal à la fin de ce mois, qu'est-ce qui vous arrive à vous concrètement? Vous devez arrêter de pêcher dans cette zone britannique tout de suite, ou alors vous avez quand même un délai? Non, c'est immédiat. On va dire que le 29 mars à minuit, on n'a plus le droit d'aller dans les zones anglaises. Sauf s'il y a un report, bien entendu, mais sinon on n'a pas plus le droit d'aller dans les zones anglaises. C'est une question de vie ou de mort, bien entendu, pour les pêcheurs des Hauts-de-France, en l'occurrence, tous les bateaux qui sont afféodés à la Manche. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Didier Guillaume, a évoqué ce matin la possibilité de voir licencier certains pêcheurs. Vous vous y préparez? Non, on n'imagine même pas de licencier, tout simplement parce que aujourd'hui on a eu un programme de renouvellement de la flottille. Faut savoir que beaucoup de bateaux ont reconfiguré leur outil différemment. Aujourd'hui, ça a été des encours assez conséquents, de l'ordre entre 600 et 800 000 euros d'encours pour transformer les bateaux. Et je vous dis, un bateau d'une vingtaine de mètres, aujourd'hui, c'est 3 millions d'euros. On est dans un programme de renouvellement. Vous imaginez pas, demain, dire stop, on arrête tout. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, on a besoin de l'Europe plus qu'hier pour faire barrage. Et honnêtement, je vous dis, c'est une question de vie de mort. C'est franchement les pêcheurs, toute la filière, bien entendu, toute la filière boulonnaise et tout ce qui en découle, bien entendu, c'est impossible. On n'imagine pas qu'il n'y aura pas d'accord. Il y aura accord. Très certainement dans les mois à venir. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Et puis, ça ne sera plus jamais comme avant, quoi. Si vraiment ils sortent de l'Europe, à moins d'un chavirement, d'un revirement de situation. Voilà, on imagine tout jusqu'au 29 mars, tout simplement. Une bagarre, ça fait longtemps que les Anglais veulent récupérer cette zone de pêche? Faut savoir on va dire que la pêche anglaise, la majorité des pêcheurs sont plutôt dans le nord, en Écosse, en Irlande bien sûr, mais dans le sud de l'Angleterre, il y a quelques flottilles bien entendu, mais moins importantes que dans le nord. C'est sûr qu'ils n'ont pas la capacité à pêcher ce que l'on pêche en Manche, en l'occurrence en Manche ouest. Vous avez tous les bateaux de Cherbourg, de Saint-Malo, qui font, jusque Boulogne, jusque Calais, Dunkerque, qui pêchent tout le long. C'est 500 navires, c'est 500 unités de pêche qui pêchent dans la Manche au quotidien. Ces 500 navires-là, vous les mettez dans la zone côtière, dans la zone française. C'est des problèmes de cohabitation. Il y aura de la guerre navale, il y aura une guerre navale. Moi je vous le dis honnêtement, si vraiment on y vient là. Souhaiter effectivement qu'un accord puisse être trouvé, une solution effectivement négociée de toute façon entre la France et la Grande-Bretagne. Merci beaucoup, merci Bruno Margollet, vice-président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Merci également à Charline Vasseur qui nous a aidé à préparer ce duplex. Olivier Campenon, est-ce qu'il y a des aides prévues pour ce secteur particulier aujourd'hui? Alors, d'abord, vous l'avez compris, je suis breton, donc je me sens évidemment très, très proche et très touché par ce qui peut arriver à l'ensemble de ce secteur et aux pêcheurs qui font un travail difficile, mais qui sont aussi habitués à des fluctuations.
Mais là, c'est pas une fluctuation. Non, là c'est un changement radical, puisque pour la Bretagne, c'est 50% de leur pêche, et pour les Hauts-de-France, c'est 75%. Donc c'est vraiment dramatique. À l'heure actuelle, il y a deux éléments qui ont été mis en œuvre en discussion, encore une fois, par l'Union européenne. D'une part, c'est l'usage du fonds maritime, qui est là pour aider justement en cas de changement brutal, mais ça ne sera pas suffisant et ça ne compensera pas la totalité des pertes, mais ça permet déjà d'avoir un mécanisme financier pour pouvoir les aider. Et le deuxième, et on peut l'imaginer, qui est déjà en discussion, c'est de rentrer en accord réciproque, de façon à ce que sur un certain nombre de zones, il y ait un accord réciproque pour qu'il y ait l'usage de telle ou telle partie maritime, de façon à ce que les Britanniques puissent venir sur les eaux françaises et inversement. Mais encore une fois, ça ne compensera pas la totalité, et c'est pour ça que je pense que c'est un des sujets les plus importants qu'il va falloir traiter en cas de no deal. Alors le dernier thème que je voudrais aborder, c'est la question des sièges sociaux des grandes entreprises ou des institutions qui pourraient éventuellement choisir Paris, quitter Londres et choisir Paris. Alors on a cherché depuis ce matin s'il y avait des cas déjà annoncés. L'autorité bancaire européenne vient de signer officiellement son transfert en France. Ces 200 employés vont s'installer à la Défense. Enjeu principal, garantir la stabilité bancaire et financière. Il y a la banque HSBC qui a choisi aussi de transférer des succursales européennes à sa filiale française. Puis alors il y a aussi d'autres groupes comme Dyson ou Sony qui ont annoncé leur transfert, mais alors ailleurs, à Singapour ou à Amsterdam. D'abord, pourquoi ces groupes quittent Londres, Maître Zhou? Il y a un point très important, si vous voulez, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que jusque-là, beaucoup de ces entreprises américaines ou japonaises passaient par Londres, qui était le pays avec lequel ils avaient le plus d'acquaintance, le plus d'affinité juridique. Et c'est vrai qu'ils passaient souvent par Londres et ils profitaient de ce qu'on appelait le passeport européen. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez distribuer l'ensemble de vos produits en Europe une fois que vous étiez dans un des pays de l'Europe. Donc c'est vrai qu'avec le Brexit, cela a posé un vrai problème justement de perte de ce passeport. Alors, pour être très, très précis, pour les institutions financières, on a 269 entreprises, institutions financières qui ont décidé de relocaliser leur siège à l'intérieur de l'Union européenne. Vous citiez le cas d'HSBC, on travaille justement pour eux. Ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais on va profiter de ce Brexit pour faire de la France en fait un hub européen. Parce qu'en fait, il se trouve que dans les 15 premières banques françaises, vous avez 5 françaises. Dans les 15 premières banques européennes, pardon, il y a 5 françaises. Vous avez déjà donc 5 ça françaises. peut être cohérent d'avoir... Donc c'est cohérent par rapport à la profondeur de marché. Donc il y a eu un peu cette petite lutte entre Paris et Francfort sur ce sujet. Aujourd'hui, lorsqu'on voit sur ces 269 sociétés qui ont transféré leur activité en Europe, on a quand même 100 qui ont choisi Dublin, parce que bon, Dublin, ça reste quand même à côté. On a beaucoup qui ont choisi le Luxembourg également, et 41 qui ont choisi la France, et 40 qui ont choisi Francfort, le reste étant essentiellement à Amsterdam. Donc oui, elles l'ont fait pour garder justement cette capacité à distribuer des produits pour les clients de l'Union européenne. Patrick Martin-Genier, c'est une opportunité à saisir pour ce secteur particulier de la finance? Bien sûr, je pense que la France peut saisir cette opportunité. Le petit problème de la France, c'est la fiscalité, peut-être sur les entreprises qui est peut-être un peu plus importante qu'ailleurs, donc il y a une concurrence fiscale. Petit problème, donc, mais c'est une opportunité manifestement. S'agissant des sièges des institutions européennes, vous savez que c'est quelque chose qui se décide à l'unanimité, au consensus, au Conseil européen, donc c'est extrêmement difficile. D'autres villes ont obtenu d'autres sièges, mais encore une fois, c'est l'incertitude économique qui fait que des entreprises vont partir. Regardez Honda qui a décidé de supprimer 3000 à 3500 emplois au Royaume-Uni. Certains disent qu'il faut relativiser. Je ne suis pas économiste, mais pourquoi? Parce qu'on nous dit que finalement, les entreprises japonaises préfèrent repartir hors d'Europe finalement pour faire de nouveaux modèles électriques, etc. Et donc, ils ne choisissent pas forcément le territoire européen, mais manifestement, il y a cette incertitude des entreprises qui décident de partir parce qu'il y a précisément le milieu des entreprises. Et regardez la réaction de la presse britannique ce matin. Elle est très sévère, en tout cas pour les milieux d'affaires, vis-à-vis des députés qui sont incapables de s'entendre sur un accord. Allez, un dernier mot, Olivier Campenon. Voilà, il nous reste 30 secondes. Eh bien, écoutez, vous parliez d'optimisme. Je pense que ce sujet-là est un sujet d'optimisme et d'opportunité pour la France. Vous vous souvenez, tous les sondages ont montré que l'attractivité de la France avait largement augmenté. Et donc, l'absence du Royaume-Uni au sein de l'Europe, comme l'a rappelé Jimmy, qui était le point d'entrée pour beaucoup de sociétés internationales, la France va pouvoir prendre ce rôle-là. Donc, je crois beaucoup à ce que, jouant bien
gérant la bonne fiscalité, nous puissions justement attirer l'ensemble des atterrissages des sociétés étrangères en France. Un tout dernier mot. Voilà, juste un petit mot pour les 143 000 Français de Londres. Il faut quand même rappeler que, deal ou pas deal, le gouvernement britannique a déjà annoncé que pour ceux qui résident depuis 5 ans au 29 mars en Angleterre, ils auront droit de continuer de vivre et de travailler en Angleterre. Donc tout n'est pas terminé. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas. La vie continue. Et ce n'est que le énième épisode d'une saga qui va effectivement continuer. Merci. Le pire n'est jamais sûr. Merci à tous les quatre. Ce qu'il faut retenir de ce débat, les conséquences du Brexit pour la France, ce chiffre, alors qu'il n'est pas très rassurant, selon le cabinet Euler Hermès, perte à l'export pour les entreprises françaises qui pourrait aller au-delà des 3 milliards d'euros s'il n'y a pas d'accord. Donc on est vraiment dans le scénario le pire. On l'évoquait à l'instant, la réforme, c'est sur ces questions de visa, passeport, pas de passeport, sans accord en cas de no deal. À partir du 1er janvier 2021, les voyageurs, et là on parle du tourisme, auront peut-être l'obligation d'avoir ce passeport, mais le gouvernement anglais ne souhaite pas obliger les ressortissants européens à avoir un visa pour les courts séjours. Gros plan sur la question de la pêche avec cette carte de la zone de pêche qu'on appelle la zone économique exclusive, qui aujourd'hui est ouverte aux pêcheurs français et qui pourrait être fermée. Le Royaume-Uni souhaite en reprendre le contrôle. Ça représente 20% pour l'ensemble de la pêche française, ce qui est énorme, et des proportions beaucoup plus importantes pour les pêcheurs locaux, on l'a entendu. Et puis une bonne nouvelle, on essaie d'en donner régulièrement aussi dans cette émission, et on l'a vu, Paris peut attirer le siège social de grands groupes ou d'institutions qui étaient basés à Londres. On va continuer de parler de ce Brexit, mais version Infox, pour voir que finalement, le Brexit, c'est un cas d'école avec l'élection qui s'est déroulée là-bas. Pour parler des Infox sur les réseaux sociaux, ce sera avec Thomas Goussard. Il y aura aussi les indiscrets politiques de Yohann Usaï. C'est tout de suite l'Infox. Et donc Thomas, je le disais, cas d'école en matière d'infox sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? C'est une référence parce qu'en fait c'est la première élection dont on sait aujourd'hui, on a la preuve qu'elle a été victime de campagnes d'infox sur les réseaux sociaux et que ça a eu une influence au point de faire basculer le vote. Alors, donc les Anglais ont voté Brexit à cause de ces infox, en tout cas en partie. À cause ou grâce, ça dépend de quel côté on se place. Oui. Mais alors ça, on ne le sait pas depuis le début, puisque le référendum, c'était en 2016. On le sait depuis l'année dernière, depuis 2018, avec le scandale Cambridge Analytica. C'est là qu'on a découvert que le camp pro-Brexit, donc le parti UKIP et le parti Leave.eu, ont demandé à Cambridge Analytica une étude pour avoir les profils d'utilisateurs Facebook susceptibles de changer de camp. Et sur ces utilisateurs-là, ils ont mené une campagne de propagande avec tout un lot de fake news, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire basculer le vote en leur faveur. Alors, on aime bien prendre des exemples concret. Premier exemple d'une infox utilisée, mise en place à l'époque. Alors, la plus grosse, en fait, bizarrement, elle ne vient pas des réseaux sociaux, elle a été partagée énormément sur les réseaux sociaux, mais elle vient carrément de la presse britannique. Oui. Et pas de n'importe quoi, du Sun, et sur la couverture. Ils ont publié 3 mois avant l'élection, la reine soutient le Brexit, Queen's backs Brexit. Oui. Ils se sont fait violemment reprendre par l'autorité de régulation de la presse britannique, parce qu'en fait, le titre était exagéré, puisque dans l'article, on apprenait juste que, par une indiscrétion, la reine avait dit qu'elle ne comprenait pas l'Europe. Donc on en parlait hier, il faut se méfier du titre, il faut lire l'article, c'est souvent réducteur. Aujourd'hui encore, il y a des infox qui circulent. Il y en a beaucoup, ils se posent beaucoup de questions sur un éventuel second référendum, c'est pas très clair, c'est assez compliqué. Et il y a un sujet qui inquiète beaucoup les Anglais, c'est que s'ils sortent de l'Europe, est-ce qu'ils vont quitter l'euro-million ? L'euro-million. Oui, ça les inquiète beaucoup. Le jeu. Oui, au point que la loterie 80 britannique, millions à gagner, là, le National Lottery, a été obligé de faire un démenti sur son site internet pour dire que la loterie, l'euro-million, n'avait rien à voir avec l'Union européenne. Les loteries, c'est dans 12 pays européens, mais c'est un accord entre des loteries. Il n'y a pas que des pays de l'Union européenne. On peut jouer en Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE. Et puis, vous avez aussi la possibilité de jouer pour les citoyens d'autres pays. Donc, il n'y a rien à craindre à ce niveau-là, sauf éventuellement si le cours des monnaies change entre la livre sterling et l'euro. Peut-être qu'ils devront payer le billet un peu plus cher. Bon, si on ne peut plus boire une bonne bière britannique en faisant son jeu d'euro-million, où va le monde ? Merci beaucoup, Thomas. Fox is rich. Merci beaucoup, Thomas Goussard, pour l'Infox, comme tous les jours. Et tout de suite, les indiscrets politiques avec Yohann Usaï.
Et un rendez-vous annoncé à Lyon, Johan, les Républicains qui se réunissent samedi. C'est le Conseil national du parti. Laurent Wauquiez prononcera le discours de lancement de la campagne, lancement officiel, campagne des élections européennes. Et il ne manquera pas de mettre en avant la présence d'un centriste, le centriste Hervé Morin. Oui, Hervé Morin, vous savez, c'est le président du Conseil régional de Normandie, ancien ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy, qui préside aujourd'hui le parti politique Les Centristes. Eh bien, il sera présent samedi à Lyon aux côtés de Laurent Wauquiez. Alors, c'est un motif de satisfaction pour Laurent Wauquiez. Pourquoi ? Parce que des centristes, il n'en reste pas tant que ça chez les Républicains. François Bayrou, on le sait, est parti avec Emmanuel Macron. Jean-Christophe Lagarde et l'UDI font cavalier seul. Jean-Pierre Raffarin, considéré comme pas centriste, mais modéré en tout cas, a quitté le parti pour rejoindre Emmanuel Macron il y a quelques jours. Donc Laurent Wauquiez veut faire savoir quand même que tous les centristes n'ont pas quitté le navire. Et pour le faire savoir, quoi de mieux qu'offrir la tribune à Hervé Morin. Hervé Morin qui prononcera donc lui aussi un discours juste avant Laurent Wauquiez pour acter officiellement cette alliance pour les élections européennes. Il prendra donc la parole samedi à Lyon. Oui. Et pendant ce temps-là, François-Xavier Bellamy cherche toujours son directeur de campagne, oui, quand même. À 2 mois et demi du scrutin, oui. Effectivement, le poste est toujours vacant, donc il y a de quoi s'inquiéter du côté des Républicains. Personne pour diriger officiellement cette campagne des élections européennes. Il faut dire que le poste n'est pas très attrayant. D'abord, les sondages pour les Républicains, même s'ils remontent un peu ces derniers jours, ne sont pas très bons. Et puis, c'est vrai que le poste en lui-même non plus n'est pas très attrayant. Pourquoi ? Parce que quand on dirige une campagne des élections européennes, c'est très difficile ensuite de se recaser. C'est pas comme une élection présidentielle où derrière on peut espérer peut-être aller dans un ministère ou même pourquoi pas à l'Élysée. Là, c'est beaucoup plus difficile. Alors les Républicains ont trouvé une solution. Il y aura en fait 2 directeurs de campagne, un directeur officiel, un élu avec beaucoup d'expérience, mais qui ne sera pas investi à 100%, et puis un jeune loup sans mandat, investi lui à 100%, qui sera dévoué corps et âme en fait au candidat et qui lui va beaucoup travailler. Bon. Hier, les députés La République En Marche étaient réunis à l'Assemblée nationale. Premier bilan du grand débat avec une remontée de terrain qui a particulièrement attiré l'attention des marcheurs. Oui, on sait qu'accroître les pouvoirs du Parlement, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. La toute-puissance du chef de l'État est critiquée. Alors, je ne parle pas spécifiquement d'Emmanuel Macron, mais bien du rôle du président de la République dans nos institutions. Et bien, hier, en réunion de groupe, plusieurs députés de La République En Marche ont fait savoir qu'une proposition revenait, selon eux, beaucoup dans le grand débat national, inverser le calendrier électoral, c'est-à-dire voter pour les députés avant de voter pour le président de la République, les législatives avant la présidentielle, pour accroître le rôle du Parlement, choisir d'abord le programme avant de choisir l'incarnation de ce projet. Merci beaucoup, Johan Usaï, pour les indiscrets politiques. On se retrouve demain, messieurs. Et tout de suite, Ça se dispute. Il y aura un journal complet également avec Claire-Elisabeth Beaufort. À tout de suite.